À la fin du XIXe siècle, l'Europe se pense rationnelle, moderne et éclairée. Mais pour les Juifs d'Europe, cette modernité reste une promesse fragile. En effet, à l'Est les pogroms se multiplient, et à l'Ouest l'antisémitisme se politise, s'organise, se théorise. Alors, dans ce contexte, lorsque l'affaire Dreyfus éclate en France, elle agit comme un électrochoc. C'est donc dans ce climat sous pression que surgit une idée nouvelle, portée notamment par Theodor Herzl, le père du sionisme. Selon cette idéologie, si l'intégration des Juifs échoue partout, alors il faut cesser d'attendre l'acceptation. Il faut un État juif. Le sionisme politique naît ainsi, non comme une idéologie religieuse, mais comme une réponse politique à une persécution raciale en Europe. Son postulat est simple, presque séduisant. Les Juifs ne sont pas seulement une religion, ils sont un peuple, et comme tout peuple, ils ont droit à un État. Un État censé offrir aux Juifs ce dont ils sont privés en Europe, à savoir la sécurité et la citoyenneté politique, et la fin d'une errance soi-disant historique. Mais dès ce moment fondateur, une question essentielle est laissée dans l'angle mort. Où, et surtout au détriment de qui, cet État sera-t-il construit? Au début du XXe siècle, la Palestine n'est pas encore au cœur d'un projet national juif abouti. Elle est d'abord un territoire impérial sous contrôle ottoman. Ensuite, après l'effondrement de l'Empire ottoman, la région passe sous contrôle britannique. Officiellement, Londres administre. En réalité, Londres organise la fragmentation. L'objectif britannique n'est ni l'autodétermination des peuples, ni la paix durable. Il est géostratégique. Empêcher l'émergence d'une unité politique régionale forte qui serait susceptible de menacer les routes impériales britanniques vers Suez, vers l'Inde, vers les ressources énergétiques. C'est dans ce contexte qu'en 1917, le gouvernement britannique publie la déclaration Balfour. Un texte bref, volontairement ambigu, qui promet un foyer national juif en Palestine, sans définir clairement les frontières, le statut politique, ou encore les droits effectifs des populations arabes déjà présentes. La déclaration Balfour n'est pas un geste humanitaire, c'est un outil de politique impérialiste. À Londres, on raisonne en cartes, pas en peuple. Par conséquent, un territoire arabe uni, continu, souverain, aurait constitué un acteur régional difficile à contrôler. Alors qu'introduire un projet concurrent, soutenu de l'extérieur, permettait au contraire d'empêcher toute unification, de créer des dépendances croisées et d'installer un conflit structurel, donc gérable à distance. La Palestine devient ainsi un laboratoire colonial classique. Promesse contradictoire faite aux Arabes et aux Juifs, une immigration encouragée sans cadre politique consensuel, avec une administration indirecte qui arbitre, mais sans jamais résoudre le moindre conflit. C'est un empire qui promet la même terre à plusieurs peuples et s'assure de ne jamais avoir à la restituer réellement à aucun. C'est la fameuse politique du diviser pour régner. Le projet sioniste s'insère dans cette logique, non comme maître du jeu, mais comme variable utile de la domination britannique sur la région. En effet, les autorités britanniques soutiennent le projet sioniste tant qu'il fragmente le territoire, empêche une souveraineté arabe unifiée et demeure dépendant d'un appui extérieur. Mais elles se gardent bien de poser les bases d'un État viable et pacifié. Résultat, il y a une immigration coloniale accrue sans intégration politique réelle, des communautés mises en concurrence et une administration coloniale qui gère la tension plutôt que la solution. Mais en réalité, c'était le but. Car le chaos n'est pas toujours un échec impérial. Il est souvent une stratégie. En effet, lorsque les Britanniques quittent la Palestine à la fin des années 40, ils ne laissent pas une solution, mais une bombe politique à retardement, une bombe armée.
Deux peuples, une même terre, aucun cadre consensuel, et une violence devenue presque inévitable. La création de l'État d'Israël en 1948 ne clôt pas l'épisode impérial colonial. Elle en révèle l'héritage. Car le conflit israélo-palestinien n'est pas seulement un choc de récit. Il est aussi le produit direct d'une ingénierie impérialiste où la division n'était pas une erreur, mais un objectif politique précis, calculé avec cynisme, pour empêcher l'émergence de toute puissance concurrente dans cette région. C'est ici que naît ce que de nombreux critiques appellent l'arnaque du sionisme. Une arnaque, non pas grossière, mais une confusion idéologique structurante. C'est ici que naît ce que de nombreux critiques appellent l'arnaque du sionisme. Une arnaque, non pas grossière, mais une confusion idéologique structurante. Ainsi, trois réalités distinctes ont progressivement été amalgamées. D'abord le judaïsme comme religion, puis l'identité juive comme histoire et pluralité culturelle, et enfin le sionisme comme idéologie politique. Or, ces trois réalités religieuses, culturelles et politiques ne sont ni identiques ni indissociables. Pour preuve, de nombreux juifs ont toujours été antisionistes, comme Einstein, pour ne citer que lui. Et cela pour différents motifs qui peuvent être religieux, philosophiques, politiques ou humanistes. Cette pluralité d'opinions a existé dès l'origine de l'idéologie sioniste, qui était extrêmement minoritaire dans la communauté juive au début du siècle. Mais dans le débat contemporain, cette pluralité disparaît souvent. Critiquer le sionisme devient désormais suspect, et remettre en cause l'État d'Israël devient nier l'histoire juive. Cette confusion n'est pas accidentelle, elle a une fonction, rendre le débat impossible. Or, on peut observer ici un paradoxe. Le sionisme, une idéologie née pour protéger un peuple, est devenu un dogme qui rend ce peuple au-dessus des autres, supérieur et intouchable. Ainsi, le sionisme mobilise aujourd'hui la mémoire de la persécution du peuple juif pour se soustraire à toute critique de fond. Et cette stratégie ne combat pas l'antisémitisme. Elle le déplace, et parfois même, elle l'alimente. Le sionisme voulait créer un État comme les autres, mais il s'est défini comme un État ethno-national. Et cette définition produit une contradiction structurelle. En effet, un État est soit pleinement démocratique, avec une égalité des droits entre tous ses citoyens, soit fondé sur la primauté d'un groupe ethnique sur tous les autres. Il peut difficilement être les deux. En Israël, cette tension est permanente. Droits différenciés, accès inégal à la terre, citoyenneté hiérarchisée et territoires fragmentés. Le conflit n'est pas une anomalie. Il est une conséquence logique de l'idéologie sioniste. En effet, alors que le projet sioniste promettait la sécurité, il a produit une société militarisée. Alors qu'il promettait la normalité aux Juifs, il leur offre une exception permanente. Et surtout, alors qu'il promettait de résoudre la question juive née dans une Europe raciste, il a créé une question palestinienne durable, non résolue. Alors, le sionisme est-il une arnaque? Radio Sceptique ne répond pas par un slogan, mais par un constat critique. Une idéologie qui promet la paix et produit la guerre, promet la sécurité et vit dans la peur, promet l'émancipation et repose sur l'exclusion, mérite d'être interrogée sans tabou. Critiquer le sionisme n'est pas nier l'histoire juive, ce n'est pas relativiser l'antisémitisme, ce n'est pas appeler à la haine, c'est refuser que la souffrance passée devienne un permis moral permanent. Le scepticisme n'est pas un confort, c'est une discipline, et toute idéologie qui se place hors du débat cesse d'être une solution et devient un problème. Je vous laisse y réfléchir et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode.